Alors cette vidéo va faire un résumé thématique de l'œuvre de Michel Vinaver Par-dessus bord dans sa version hyper brève, donc qui a été rédigée par Michel Vinaver dans les années 1967-68. Et donc Michel Vinaver est un dramaturge français célèbre qui est né en 1927 et qui nous a quittés récemment en 2022. Il n'était pas seulement un dramaturge français contemporain célèbre, auteur de nombreuses pièces qui ont été beaucoup jouées, mais il était également PDG chez Gillette, Gillette France, donc une compagnie qui était sous le patronage d'une plus grande compagnie américaine. Et donc il était un pied en dehors de l'entreprise et aussi un pied dedans, puisque à la fois il a partagé en tant que PDG ce monde du management qu'il va décrire dans la pièce, mais il est aussi en dehors, un peu comme le personnage de Passemard qui est son double dans la pièce, puisque donc le personnage de Passemard est à la fois celui qui met en scène la pièce, qui l'écrit et qui la commente, qui se demande par exemple si elle va être un succès commercial ou pas, et il est aussi un cadre moyen dans l'entreprise Ravoir et Dehaze qui est en fait le sujet de cette pièce. Alors donc la pièce présente quelque chose de démesuré parce que dans sa première version il y avait plus de 100 personnages, elle durait 7 heures, etc. Donc Michel Vinaver ne se préoccupait pas beaucoup du réalisme en fait de la mise en scène. Donc le côté par-dessus bord c'est un côté exubérant, c'est une pièce qui ressemble à la fois au music hall, à un drame, un opéra avec des interludes. La pièce est très complexe avec beaucoup d'entrelacements de dialogues, donc on a du mal à se repérer. Donc il y a une forme d'exubérance, donc c'est toute la ruche de l'entreprise qui est décrite de tous les côtés, avec les patrons et également les représentants. On voit tout ce monde de l'usine qui fourmille avec une forme de mascarade assez drôle et de temps en temps tragicomique, puisqu'il y a des licenciements par-dessus bord voulant dire aussi qu'on est jeté par-dessus bord. Et Michel Vinaver avait peur d'ailleurs d'être licencié quand il allait révéler son vrai nom, parce que pour l'instant il écrivait sous un pseudo et avec par-dessus bord il a voulu donner son vrai nom, mais cela n'a pas été le cas, il n'a pas du tout été licencié, il a même pu continuer à être PDG, alors même que sa pièce critique finalement ce monde du marketing, du business, du packaging, etc. et n'en fait pas que l'éloge. Commençons par interroger en fait ce choc entre deux mondes qui normalement sont absolument étanches l'un à l'autre. Le monde de l'entreprise d'un côté, qui normalement est un monde prosaïque, trivial, où il ne se passe rien d'intéressant pour la littérature, et de l'autre côté, la littérature, qui a besoin de drame, qui a besoin de passion, etc., de fantasmes, d'imaginaire, pour se nourrir. Et finalement, c'est à ce choc des deux mondes que va nous inviter Vinaver, donc en montrant que dans l'entreprise finalement il y a des micro-drames qui se passent, il y a des tragédies et des comédies qui se jouent, et de l'autre côté que la littérature peut être extrêmement engagée. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il essaye de ne jamais donner explicitement sa position, parce que par des effets de coupe par rapport à la première version qui était démesurée, il a brouillé tellement les pistes qu'on ne peut plus dire s'il est pour ou contre le management à l'américaine et ce qu'il pense en fait réellement de ce qui se passe dans ces mutations du managériat dans l'entreprise au tournant donc, des années 60. On va se demander si l'usine est le lieu en fait, d'une inventivité, d'une incroyable prodigalité, donc d'un esprit d'entreprise admirable avec cette révolution que présente le management à l'américaine, donc l'American Way of Life, etc., la consommation de produits, est-ce qu'on doit en faire un éloge, ou bien est-ce que l'usine est le lieu de la suprême mascarade dont nous avons honte puisque nous y participons. Alors la première partie va explorer la manière dont Vinaver présente le travail comme un lieu de création infinie. Et le premier point va consister à explorer comment il sanctifie l'esprit d'entreprise, qui est celui non seulement de Fernand Dehaze, donc le père de Olivier et de Benoît, et également cet esprit d'entreprise qui est celui d'Olivier qui est assez traditionnaliste face à Benoît qui va subir cette révolution du managériat grâce à sa femme aussi, Marjorie, qui est américaine et donc qui va faire vivre une aventure à l'entreprise en explorant des nouvelles manières de penser la conception des produits et le marketing.
Donc en fait, la pièce laisse s'affronter différentes manières de diriger une entreprise. Une vision plus traditionnelle, c'est celle de Olivier. Par exemple, quand dans les premiers chapitres, il propose simplement de faire un nouveau packaging pour le produit, c'est-à-dire du papier toilette face à la concurrence américaine, il propose simplement de rebaptiser le produit bleu, blanc, rouge avec le même produit à l'intérieur et c'est le fiasco. Donc cela ne marche pas, Lubin ne parvient pas du tout en tant que représentant à séduire la grossiste qui est Madame Lépine, donc il y a un comique de répétition puisqu'il essaye de vendre son produit et ça ne marche pas. Donc on voit que cette manière traditionnelle est assez questionnée et mise en crise. Et puis que de l'autre, il y a Benoît qui incarne l'esprit d'entreprise, donc qui paraît très positif, puisqu'il propose de l'appeler Ben, hein, il dit « appelez-moi Ben », il redescend de son piédestal, il convoque Jack et Jenny qui vont proposer un managériat libre fondé sur un brainstorming. Tout le monde est appelé à apporter ses idées, se mettre en roue libre, comme ils disent. Et donc il y a beaucoup d'enthousiasme, d'effervescence. On sent qu'être un patron, c'est être comme un chef d'orchestre. Ça a quelque chose du metteur en scène. On lance les gens, on crée des optimismes. On est créatif comme on est créatif en tant que dramaturge. Il y a souvent des métaphores qui comparent en fait le monde de l'entreprise et le monde du dramaturge. Et on a aussi des métaphores militaires assez dérangeante quelque part parce que c'est comme si créer une entreprise c'était aussi se battre en fait, donc être imaginatif pour avoir les meilleures idées, passer devant, etc. Donc il y a une ambiguïté entre être metteur en scène ou être chef de guerre, stratège, etc. Pour lequel tous les coups sont permis, c'est-à-dire y compris mettre par-dessus bord certains ouvriers, certains cadres qui sont jugés peu performants. Madame Bachevski en fera les frais par exemple. Donc il y a quand même un esprit positif, mais on sent tout de suite que ça va grincer. Alors le second point dans cette première partie consiste à montrer qu'il ne suffit pas de travailler, il faut aussi valoriser le produit de son travail. Si on produit quelque chose mais que sur le marché de la mondialisation, ce produit n'a pas de valeur marchande, eh bien on aura travaillé pour rien. Donc on risque la faillite, etc. Donc on sent aussi la tension des patrons puisqu'ils sont pris en fait dans une économie généralisée avec la mondialisation, la concurrence, etc. Donc il faut se focaliser sur le produit qui doit être un produit miracle, qui doit être un concept. Et c'est Jack et Jenny qui vont commencer par dire que le produit doit être plus que le produit. Donc c'est assez intéressant de se rendre compte que ce fétichisme de la marchandise que critiquait Marx ici est retourné dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il faut faire miroiter le produit, il faut faire fantasmer les clients, donc il faut jouer en fait non pas sur le réel, mais bien sur les peurs des gens, leur angoisse. Par exemple, le bleu, blanc, rouge, c'est pour dire voilà, nous sommes français, etc., achetez français. Nous avons peur de la concurrence américaine, etc. Et après, avec le brainstorming que Jack et Jenny vont organiser, ils vont essayer de faire fantasmer en fait les gens dans l'entreprise aussi, puisqu'ils vont leur dire mettez-vous en roue libre, lâchez-vous, etc. Qu'est-ce que c'est du papier toilette au fond, etc. Donc il va y avoir beaucoup de vulgarité, beaucoup de choc sur la création d'un nom pour ce papier toilette. Donc ils vont tomber d'accord sur mousse et bruyère, ce qui est complètement absurde au bout d'un certain temps, mais c'est censé être le produit miracle. Donc on voit bien qu'il y a une réflexion sur la manière d'optimiser les produits et donc le monde de l'entreprise, c'est ça. C'est pas simplement travailler, c'est aussi optimiser les fruits du travail dans un monde impitoyable. Alors troisième point pour cette partie qui fait l'éloge de l'entreprise comme un lieu de création infinie, il faut souligner que les patrons sont ceux qui sont censés avoir une vision d'avenir en fait. Ils doivent croire en leur entreprise et ils doivent emmener avec eux en fait les autres personnes, les autres cadres qui travaillent ensemble dans l'entreprise. Ils doivent porter haut le drapeau de l'entreprise. Et donc leur vie doit être dédiée à ça. Il faut que le travailleur en fait s'engage corps et âme, qu'une partie de sa vie, il accepte qu'elle soit l'entreprise. Donc cette identification de l'homme à son métier, elle est assez marquante en fait. Et on voit qu'il y a aussi un souci d'improvisation. Il faut faire face à l'avenir qui est incertain et donc imaginer des avenirs qui ne sont pas du tout prévus
Donc il y a une grande effervescence en fait dans ce livre où il faut sans cesse imaginer ce que sera le monde de demain. Et on sent que tout le monde est projeté la tête en avant dans ce que sera le monde de demain. Et la lecture de cette pièce est enthousiasmante parce qu'on y voit se dessiner en fait notre monde aussi, où on demande aux travailleurs de s'investir dans l'entreprise, voilà, de s'investir corps et âme, et puis tous ces pots qui sont censés, pots de départ, qui sont censés honorer les personnes qui ont dévoué toute leur carrière à porter haut le drapeau de l'entreprise. Tout ça, c'est magnifié par Vinaver dans un esprit de fête absolument délirant. Alors on a vu dans cette première partie le travail, l'entreprise comme un lieu de création infinie. Vinaver voulait que cette pièce ressemble à un volcan en éruption, donc il voulait qu'il y ait des fulgurances. C'est pourquoi il a tout entremêlé, entrelacé, pour qu'on se sente pris dans un manège un peu infernal. Et en fait, ce qu'il va essayer de montrer, c'est que finalement, il y a un monde souterrain en fait, sous la production de produits, sous la consommation, sous le manageriat. Il y a en fait comme tout un monde souterrain qui travaille, en fait, des forces qui travaillent. C'est pour ça qu'en fait, il va essayer d'interroger le mythe que constitue l'entreprise, essayer de creuser en fait ce que signifie ce mythe, comment l'interpréter. Et là, en fait, on va voir qu'il y a aussi non seulement une analyse de cette effervescence que crée l'esprit de mai 68 avec le manageriat à l'américaine qui fait écho en fait dans l'idée de s'émanciper de codes trop traditionnels. Se passe en fait de manière souterraine en fait des tensions, des crises en fait. Et donc c'est le moment où on sent que la machine se vrille, qui est intéressant dans la pièce. Par-delà l'effervescence, en fait, on voit que se jouent des choses assez sombres. Dans la deuxième partie, nous allons interroger plutôt l'entreprise comme le lieu d'une grande mascarade, donc une bouffonnerie un peu du même acabit que les pièces de Shakespeare, où en fait on ne sait plus à quel sens se vouer, on ne sait plus en qui croire. Et donc on va essayer d'interroger dans le premier point les vicissitudes du manageriat, donc telles que la pièce l'explore. Il va y avoir donc le renversement produit par Benoît, qui est le fils naturel de Fernand de Haze. Il y a beaucoup de comiques parce qu'il l'a eu avec la secrétaire de son grand-père, donc on voit bien qu'il y a de la bouffonnerie là-dedans. Et puis à la fin, on va plus savoir à qui se raccrocher, c'est-à-dire que Benoît est à la fois celui qui va inventer des nouvelles techniques de management et emporter toute l'équipe, mais il est aussi celui qui est capable de débrancher son père pour qu'il meure en fait alors qu'il est dans le coma. Donc on voit bien qu'on ne va pas pouvoir se raccrocher uniquement à Benoît comme un personnage positif. Et Marjorie, la femme de Benoît, va dire qu'elle-même a étudié dans des universités américaines, qu'au début elle était contente de voir les gens qui se formaient en management parce qu'ils avaient de l'idée, ils étaient innovants, ils pouvaient être des self-made man, avoir l'esprit d'entreprise. Et comme elle dit, plus ils devenaient manager, plus ils devenaient cons. Et elle dit, toi, Benoît, tu deviens de plus en plus con. Et elle pense que finalement, il y a des... finalement, diriger une entreprise, c'est manger, dormir, travailler. Enfin, il y a une sorte de lassitude qui s'installe et les patrons sont uniquement concentrés sur manage their business. Donc, il y a une grande trivialité en fait liée au monde de l'argent. Benoît lui dit de toute façon, tu m'as épousé pour de l'argent, pour mon argent, et même Marjorie avoue qu'elle a épousé Benoît pour de l'argent. Donc, ce qu'on voit, c'est le dessous des cartes en fait à chaque fois. À la fois des personnes qui sont enthousiastes mais qui finalement semblent sans foi ni loi dans un monde machiavélique où tous les coups sont permis, les licenciements sans préavis. Et puis de l'autre, en fait, on voit la difficulté de la concurrence, donc on ne sait plus forcément comment faire dans ce monde où tout est entremêlé, tout est entrelacé, et c'est ce que veut montrer Vinaver. Alors dans le deuxième point, on pourrait prendre le contre-pied de ce que nous avons dit précédemment, à savoir qu'il fallait faire du produit un concept, ce qui paraît intéressant dans un premier temps. Ici, en fait, ce qu'on voudrait souligner, c'est que quand il y a les brainstorming organisés par Jenny et Jack pour trouver un nom au nouveau papier toilette en ouate de cellulose qui va faire la révolution de l'entreprise, finalement ce qui se passe c'est qu'on est assez gêné
parce que ça peut paraître drôle de chercher les noms de papier toilette, évidemment, ça fait beaucoup rire, mais au bout d'un moment, en fait, Vinaver fait exprès de créer de la gêne. Et d'ailleurs, il fait dire aux personnages eux-mêmes, vous avez honte, mais allez-y quand même. Donc il fait déborder le cadre de la morale. Et donc on se dit qu'on assiste à quelque chose aussi d'immoral auquel on participe. Donc finalement, la création de ce nom de produit, qui à la fin, voilà, mousse et bruyère, est trouvé absolument ridicule. Vinaver nous dit sans cesse, ne vous laissez pas prendre à mon propre jeu, je lance un brainstorming, c'est réjouissant, mais c'est corrosif. On se rend compte qu'on participe à ce monde fantasmé et qu'on n'a pas vraiment de contact avec la réalité des choses. Et donc, contrairement à Simone Weil qui nous dit que travailler, ça lui rappelle le réel, ici, en fait, ce qu'on sent, c'est que le travail tel qu'il est pensé dans cette nouvelle forme est complètement fondé sur les fantasmes d'une société de consommation. Et c'est assez troublant de sentir qu'on a une sorte de psychanalyse de notre façon de penser les produits d'un côté et de les acheter de l'autre. Et que là, on nous révèle le dessous des cartes. Comment les patrons s'affrontent, comment on pense avec stratégie des produits pour les faire acheter aux consommateurs, ce que normalement, un consommateur ne devrait pas voir. Donc, c'est-à-dire que là, il y a même un problème de déontologie parce que Vinaver ne devrait pas, en tant que membre d'une entreprise, critiquer le management. Il en fait partie, la déontologie voudrait qu'il ne critique pas cela. Or, il le fait. Et donc, ça a quelque chose un petit peu d'immoral, de provoquant, et c'est ce qui fait le côté croustillant de la lecture de cette œuvre. Donc, je n'ai pas dit dans cette présentation qu'il y a beaucoup de petits sous-passages qui semblent des digressions. Et là, dans mon troisième point, intitulé « Le mythe de l'entreprise », le mythe que constitue l'entreprise, j'aimerais bien souligner une des digressions parce qu'il y a des petites bulles en fait, qui lézardent en fait, la pièce sur lesquelles on revient, et notamment une avec Monsieur Onde qui va parler du mythe des as et des vannes. Alors on se dit, mais quel rapport avec l'entreprise? Pourquoi parler de ce mythe ancien, de cette légende ancienne où des dieux s'affrontent et finissent par s'harmoniser? Bon, ça donne comme une structure souterraine à la pièce, effectivement. Olivier, Benoît s'affrontent et ça finit par s'harmoniser. Les Américains achètent la boîte Ravoir et Dehaze et tout le monde est content. Il y a un festin à la fin, un mariage, une drôle d'harmonie finale. Et en fait, c'est que je pense que Vinaver veut nous faire réfléchir au mythe en fait, qui entoure l'entreprise. C'est-à-dire qu'on se demande où sont les valeurs en fait. Est-ce que les valeurs, est-ce qu'on peut faire une cosmogonie? Est-ce qu'on peut raconter d'où vient ce monde auquel on participe? Est-ce qu'il y a en fait souterrainement des forces qui expliquent pourquoi il y a de l'harmonie ou de la disharmonie? Pourquoi de temps en temps ça semble à une symphonie, un orchestre, tout est bien mis en scène et de temps en temps c'est le fiasco, toutes les pièces partent de part et d'autre et même Passemar se demande si cette pièce va être vendable. Il dit ça va être un bide financier, il y a trop de comédiens, il y a trop de danseurs, lui-même se moque du produit qu'est la pièce en disant que ça va être un produit qui ne va pas être un produit miracle. Donc là on sent qu'il y a une recherche en fait de soit mystifier l'entreprise, soit la démystifier. Et je pense que Vinaver fait un peu les deux. Il montre à quel mythe il faut croire pour croire à l'entreprise contemporaine, pour y croire, avoir l'esprit d'entreprise, faire du management, etc. Et que tout le monde doit être emmené avec, la Startup Nation, etc. Et aussi à quoi on doit ne pas croire, ne pas se laisser trop porter gaiement, quitte à la grande effervescence, le grand volcanisme auquel il en appelle, ou au contraire résister et voir le potentiel critique de la pièce. Nous sommes entre deux et c'est là que Vinaver nous place.